compléter les dossiers, il faut les vérifier, il faut voir. Et puis, maintenant, on nous annonce autre chose, qui est encore plus grave. Je sais que vous allez y en venir, mais on va en parler tout de suite. Le cautionnement. Oui, on va arriver au cautionnement. Le gouvernement avait laissé entendre que le scrutin devait se tenir avant le 31 mars. Finalement, il est repoussé de 2 semaines. Si cela convient à certains acteurs politiques, d'autres n'y voient qu'une ruse pour les surprendre et les décourager à participer au scrutin. Je vous propose d'écouter respectivement la présidente des Femmes Unir, la députée Raymonde Kailosson, et Brigitte Kafui Adjamagbo, coordonnatrice de la DMP, s'exprimer sur le calendrier électoral. C'est la première fois que ces 2 élections seront couplées au Togo et je pense que c'est une bonne chose que le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, ait fixé cette date-là parce que nous l'attendions vraiment. Nous sommes prêts à aller aux urnes, même s'il est vrai que l'opposition a posé beaucoup de revendications, mais avec la volonté de notre président de la République, nous avons vu qu'il a répondu à de nombreuses attentes de l'opposition. Pourquoi est-ce qu'on fixe une date qui laisse à peine 2 mois aux partis politiques pour s'organiser? Nous irons à ces élections pour défendre jusqu'au bout les aspirations des Togolais au changement. Nous irons et nous nous organiserons pour les gagner parce que nous savons que l'immense majorité des Togolais veulent en finir. Alors, vous estimez, M. Dupuis, que le gouvernement tente aujourd'hui, je cite, de mener des élections au pas de charge, et ce n'est pas vous d'être l'un de vos camarades de l'opposition, en précipitant les étapes et en fixant des délais qui n'accordent pas suffisamment de temps aux partis politiques pour s'organiser? Mais nous l'avons dit dans notre déclaration. C'est donc la dernière déclaration, nous l'avons dit, et lors de la conférence de presse, moi-même je l'ai dit. Oui, moi je suis surpris que vous soyez surpris par... J'insiste là-dessus. Mais non. Vous savez, d'abord, on a toujours demandé tout à l'heure, l'une de vos interventions que j'ai entendues tout à l'heure, disait que le chef de l'État a pris en compte les exigences de l'opposition. Que nenni, rien du tout. Le chef de l'État a fait des promesses auxquelles il n'a jamais tenu. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en début d'année 2023, le chef de l'État avait dit dans ses vœux que les élections seraient organisées de manière consensuelle. On n'a pas eu de consensus, ni autour du découpage électoral, ni autour de l'organisation même de ces scrutins. On nous parle de CPC. Depuis que le nouveau ministre de l'administration territoriale est en place, il n'y a qu'une seule réunion de CPC. Tout ce que nous avons demandé lors de cette dernière réunion de CPC, ils n'en ont pas tenu compte. Oui, quand vous dites qu'il n'y a pas eu que le chef de l'État n'a pas tenu compte de vos propositions et qu'il n'y a pas eu de consensus, est-ce que vous avez est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment que le CPC et voilà la Sénat aujourd'hui le CPC, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été piégé, d'avoir perdu du temps pour rien? Oui, bien sûr, on a perdu du temps pour rien parce que ça c'est l'habitude de la maison. Le régime RPT a toujours fait ça. Nous avons signé des accords qui n'ont jamais été mis en place. Nous avons pris part à des réunions, même au niveau international. Rappelez-vous, en 2018, avec la CEDEAO, toutes les promesses faites par les présidents de la CEDEAO, à savoir Nana Akufo-Addo et le président guinéen, ils nous ont assuré de certaines choses. Et arrivé à Lomé, cela n'a pas été respecté. Raison pour laquelle la coalition dans laquelle nous étions à ce moment-là avait décidé de boycotter les élections. C'est ça la réalité. On organise des consultations, on organise des réunions. On vous demande qu'est-ce que vous voulez. On met tout sur la table, ne vous inquiétez pas, on va vous écouter, on va le faire ensemble. Et puis au dernier moment, on vous laisse seul sur le carreau et on organise les choses comme on avait l'intention de le faire. La répartition des sièges des députés à l'Assemblée nationale est aussi l'un des sujets de crispation actuellement au sein de la classe politique à l'ANC. Vous contestez la répartition faite par le gouvernement, une répartition que le président de l'ANC trouve même, le président national de l'ANC trouve même scandaleuse. Alors pourquoi parlez-vous de scandale? Mais c'est scandaleux.
C'est totalement scandaleux. Nous avons donné plusieurs exemples. Nous demandons qu'il y ait un minimum d'équité, un poids identique entre les représentants de la nation au sein de l'Assemblée nationale. On ne peut pas concevoir que dans un pays comme le nôtre, un député de telle région soit 3 fois plus lourd qu'un député de telle région. C'est ce que nous disons, c'est très simple. Et c'est le quotient de représentativité. Vous représentez combien de Togolais? Or, je vais vous donner quelques exemples. Nous avons commencé à parler de ça il y a très longtemps. Il y a 13 ans déjà, l'ANC en parlait. Mais avant ça, l'ANC en parlait déjà. Parce qu'on avait fait des études, on avait fait un travail approfondi là-dessus, et on a trouvé que c'était totalement déséquilibré. Et cette fois-ci, on a remis encore sur la table le problème avec des chiffres, puisqu'il y a eu le recensement général des populations et de l'habitat tout récemment. Compte tenu de ça, nous avons repris les calculs et nous avons vu qu'avec l'augmentation des populations togolaises qui est passée à 8 millions, l'écart s'est encore creusé davantage. Vous prenez par exemple, avec le nouveau découpage, la COSA, qui compte 283 738 habitants, à 4 sièges. D'accord? Mais vous allez voir que les lacs, qui a 241 247 habitants, 3 sièges. Oui. Vous allez voir que pendant ce temps-là, Blita, qui a 163 272 habitants, 163 272 habitants, à 4 sièges. Par contre, les lacs, 241 247, 3 sièges. Oui, le gouvernement dit que le découpage, on a tenu compte de critères, et non seulement démographiques, mais aussi géographiques et des critères spécifiques. Alors, expliquez-moi pourquoi Blita, on va prendre deux proches. Blita, 163 000 habitants, 4 sièges. Oui. Agnier, 104, sont deux préfectures pratiquement voisines. Oui. Agnier, 180 000 habitants, 2 sièges. Pourquoi? Peut-être que les critères géographiques et spécifiques... ah oui, mais les critères géographiques et spécifiques, moi je les connais. Où sont les miens? Où sont ceux qui votent pour moi? Eux, il faut qu'ils soient plus nombreux que ceux qui sont supposés ne pas voter pour moi. Voilà la vraie raison. Et je me permets de le dire librement parce que c'est la vérité. L'éternel problème de ce régime, c'est le problème de Nord-Sud. C'est vrai, il faut le dire. C'est le problème Nord-Sud. C'est une fixation qui se font. Or, si ce gouvernement devrait gouverner ce pays de manière intelligente, on devrait petit à petit gommer ce problème si ce problème existait réellement. Moi, je crois que ce problème n'existe pas. Ce régime crée ce problème pour justifier son maintien au pouvoir. Et je dis que ce n'est pas normal. Quand on est président de la République, quand on est Premier ministre, quand on est député, c'est pour tout le peuple, ce n'est pas pour une région contre l'autre région. Voilà la réalité, il faut le dire. Il faut le dire. Et je peux vous citer d'autres exemples. Thônes a 388 775 habitants, 4 députés. Vous prenez le Gior, 500 000 habitants, 4 députés. Oui, vous ne tenez compte que du critère démographique. Et c'est là le problème. C'est que vous n'entendez pas par rapport à ça. Alors, expliquez-moi le problème démographique qu'il y aurait entre Thônes et la COSA. Expliquez-moi l'avantage ou les inconvénients
d'une région, d'une préfecture par rapport à une autre. Alors, quelle répartition proposez-vous, vous, à l'ANC, quelle répartition proposez-vous? Nous demandons tout simplement que, comme dans certains pays, dans plusieurs pays d'ailleurs, on ait un poids démographique fixé, en disant, bon, voilà, la population ramenée au nombre de sièges, ça fait tant. Et on détermine un minimum, et à partir de ce moment-là, on fait la répartition en conséquence. De manière à ce que un député à l'Assemblée nationale représente à peu près les mêmes populations. Mais quand c'est du simple au triple, cela n'a plus de sens. Si c'était par exemple, si on me disait Agnier 2, d'accord, bon, pourquoi pas. Mais pourquoi alors Blitar aurait 2 fois plus que Agnier? Pourquoi? Ce sont des sous-hommes? Alors, M. Dupuis, certains de vos collègues de l'opposition n'ont pas la même réaction de rejet que vous actuellement. Et pour certains de nos compatriotes, si l'opposition pousse des cris d'indignation suite au découpage électoral, c'est parce qu'elle est incapable de s'implanter sur l'ensemble du territoire national. Que répondez-vous à ces personnes? Non, cette personne ne parle pas de l'ANC. Je pense que cette personne parle d'autres partis politiques, mais pas de l'ANC. Parce que ce n'est pas l'implantation de l'ANC au niveau national, ne date pas d'hier. Vous ne devez pas oublier que l'ANC est issu d'un autre parti politique avant et que ce parti politique était implanté au niveau national par 2 personnalités que je vais nommer, Jean-Pierre Fabre, qui était secrétaire général à l'époque, et le premier vice-président, paix à son âme, Patrick Lassonne. Ce sont eux qui ont opéré ces implantations au niveau national. Et dès que on a créé l'ANC, 90% de ces implantations ont pris la décision de se maintenir dans l'ANC. C'est ensemble que nous avons créé l'ANC et ces structures existent. Vous savez, aujourd'hui, l'ANC a au moins une fédération dans chaque commune. Au moins une. Pourquoi au moins une? Parce que dans certaines communes où la commune est un peu trop vaste, on peut créer 2, 3 fédérations. Et chaque fédération a en moyenne 10 sections. Et les sections ont des sous-sections. Les sous-sections, ce sont les villages. Et à Lomé, on n'a pas de section, on a des sections. Moi, je suis président de la fédération Golfe 2. Golfe 2, j'ai 10 sous-sections qui sont les quartiers de ma commune. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et je suis président de la fédération là-bas depuis 2008. Voilà, c'est comme ça que nous fonctionnons. Donc, quand on parle de la fédération, quand on parle d'implantation, est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a suffisamment de militants, même si vous avez des fédérations partout sur le territoire national? S'il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de fédération. Or, un bureau, c'est le président, les vice-présidents, le trésorier, le secrétaire fédéral, le président de la jeunesse et le président des dames. Déjà, ça c'est la base. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas de fédération. Maintenant, le travail d'une fédération, c'est de créer des sous-sections ou des sections et de les animer. Chez moi ici, dans Golfe 2, c'est une réunion fédérale tous les mardis soirs, de 18h à 20h. Et toutes nos sous-sections, une réunion soit le samedi, soit le dimanche après-midi. Et moi-même, je fais le tour de mes sous-sections pour voir comment ça fonctionne. C'est ça le travail d'un parti politique. Bien. Le montant du cautionnement à présent, alors pour les législatives, le montant du cautionnement pour les législatives passe de 200 000 à 500 000 francs. Cela non plus ne vous plaît, et c'est aussi le cas de plusieurs partis politiques de l'opposition. Voici les réactions du président national de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, et de Maître Dodi Apevon, le président national des FDR.
S'agissant du cautionnement qui est passé de 200 000 à 500 000 pour les élections législatives, nous disons que c'est scandaleux. Rien ne peut le justifier. Est-ce que subitement on a constaté que le pouvoir d'achat des Togolais a augmenté alors que tout le monde sait que les Togolais n'arrivent pas à prendre 3 repas par jour? Et nous demandons au gouvernement de prendre les dispositions pour faire baisser ce cautionnement et surtout pour le retourner au montant du cautionnement précédent. En ce qui nous concerne, à l'ANC, nous allons participer à toutes les élections parce que nous avons des candidats partout. Mais vous savez que le montant de ce cautionnement est prohibitif et en fait, c'est pour empêcher les partis politiques de l'opposition de participer à toutes les élections. Donc, nous demandons aux populations de nous aider à participer à ces élections pour remporter la majorité des sièges. Moi, je ne suis pas surpris par ce qu'ils ont fait. À plus forte raison, ils croient qu'ils nous empêcheraient d'aller aux élections en montant le taux de la caution 100 ou 200 000, les portent à 500 000. Parce qu'ils savent effectivement que les gens vivent dans la pauvreté, nous sommes fatigués, nous sommes dans des difficultés particulières. Croyant que bon, si on monte la caution à 500, on aura des difficultés pour les payer par nos candidats. Et ils le savent. Parce que eux, de leur côté, ils ont les moyens. Le chef de l'État peut décider aujourd'hui de donner cet argent à tous les candidats unis. Parce qu'ils ont les moyens d'État. Je ne crois pas que c'est ça qui nous empêcherait de compétir. Même s'il faut aller vendre nos téquerets, machin, les gens se débrouilleront pour le faire. Mais ce n'est pas normal. On ne vit pas dans un pays comme ça. On aurait pu au moins avertir que les gens aient du temps pour se préparer. Dans un délai de 3 semaines, 1 mois, on dit allez chercher. Les gens se sont préparés sur la base du temps ancien. C'est déloyal. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ils croient qu'en faisant comme ça leur permet de gagner. Ils tomberont un jour dans leur propre piège. Ça, je suis convaincu. Monsieur Dupuis, vous contestez donc le montant du cautionnement, mais la politique n'est-elle pas aussi une affaire de moyens? Ça devrait. Cela devrait. Mais au Togo, vous savez, dans un pays normal, ce que vous dites est vrai. Mais comme nous sommes dans un pays totalement atypique, cela n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que ceux qui sont au pouvoir actuellement, ils sont depuis bientôt 60 ans. Le régime RPT UNIR régente ce pays depuis une 60aine d'années. Et il n'y a pas eu une rotation de la classe politique dans les affaires, dans le gouvernement. Aujourd'hui, quand vous regardez le paysage politique et économique de notre pays, tous ceux qui sont, tous ceux qui ont les moyens sont du régime. Si vous n'êtes pas du régime, vous avez des difficultés à vivre. S'il y a alternance dans un pays, une alternance régulière dans un pays, les partis politiques sont représentés dans les institutions, sont représentés au gouvernement, sont représentés dans les affaires, et c'est ça qui permet le financement des partis politiques. Mais si vous, opposition, on vous considère comme des ennemis à détruire à tout prix, et on ne fait rien pour que vous puissiez mener vos activités de manière normale, vous n'aurez aucun moyen financier pour faire de la politique. Tout à l'heure, j'entendais Maître Apévon dire qu'ils vont se débrouiller. Vous savez, si vous prenez juste les législatives, à 500 000 francs, ça fait combien? Ça fait 56 millions et demi. 56 millions 500 000 à trouver. Juste pour le cautionnement des législatives. Il faudra trouver presque autant. C'est à 200 000, mais le nombre est plus élevé. Les régionales. Les régionales, il faudrait trouver à peu près autant. Ça veut dire que un parti politique comme l'ANC, qui a l'ambition d'avoir des candidats pour les 2 élections sur toute l'étendue du territoire national, il faudrait déjà qu'il trouve 100 millions minimum pour le cautionnement. À cela, il faut rajouter les frais de campagne. Or, nos adversaires, pour eux, c'est peanut. Ils ont les moyens, et vous allez voir bientôt des véhicules, des 4x4 sillonner le pays avec des bandeaux sur les plaques minéralogiques. Nous savons d'où ils viennent pour soutenir leurs candidats. Eux, ils ont les moyens.
Et ils savent que nous n'avons pas les moyens. Et chaque fois qu'ils peuvent nous empêcher d'en avoir, on nous empêche d'en avoir. Donc nous ne sommes pas dans un pays normal tel que vous le pensez, vous, monsieur Agbo. Alors maintenant, à travers votre question. Voilà, il est maintenant peu probable que le gouvernement revienne sur les décisions qui ont été prises par rapport à l'organisation prochaine des élections. Alors qu'allez-vous faire? De quel recours disposez-vous? Nous avons, le président l'a annoncé, nous allons lancer un appel aux populations togolaises pour qu'elles nous aident à financer ces cautionnements. Oui. Appel de fonds. Des appels de fonds seront lancés d'ici lundi dans les journaux, sur les radios, sur les réseaux sociaux, et on compte bien sur les bonnes volontés de nos populations de nous aider à œuvrer pour le changement dans notre pays. Et œuvrer pour le changement dans notre pays, je pèse mes mots parce que je sais que si nos populations togolaises votent massivement pour l'opposition et plus particulièrement pour l'ANC demain, il y a beaucoup de choses qui pourront évoluer à partir de l'Assemblée nationale. Et je rêve même d'une majorité parlementaire de l'opposition dans l'Assemblée nationale de 2024. Alors, monsieur Dupuis, le mandat de certaines institutions impliquées dans les élections, la HAC, la Cour constitutionnelle notamment, a expiré. Et j'ai entendu parler des institutions désuètes, incomplètes, en effectif et au mandat expiré. Alors comment se régler ce problème avant d'aller aux élections? Écoutez, à la dernière réunion du CPC, on nous a gaillardement annoncé que ces problèmes seront résolus. Voilà. Est-ce que c'est réglé? Non. Je crois que la dernière réunion du CPC, ça devait dater du mois de juin 2023. Nous sommes, ça va faire bientôt un an. Rien. Rien. Voilà. Et puis vous avez parlé de la HAC, de la Cour constitutionnelle, mais ajoutez-y l'institution qui prépare les élections. La CENI. Une institution qui aujourd'hui est illégale. Le mandat de cette institution est venu à terme depuis mars 2023. Si on ne renouvelle pas la CENI, est-ce que vous allez quand même participer aux élections? Vous savez, dans ce pays, que vous y alliez ou pas, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est dommage. Pourquoi dites-vous que c'est la même chose? Ça veut dire que, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé en 2018? L'opposition a boycotté les élections. Les élections ont eu lieu. Oui. Et aujourd'hui, l'Assemblée, ce qui reste de l'Assemblée nationale, c'est une Assemblée totalement peut unir dans la quasi-totalité. Il n'y a pas de réelle opposition au sein de l'Assemblée nationale. Sinon, comment voulez-vous que lors des dernières modifications de la Constitution, le gouvernement apporte un projet de loi pour modifier 3 articles, les députés, en violation même de la loi, proposent d'autres modifications et les votes. Ça ne s'est jamais vu dans une assemblée dite normale. L'assemblée viole ses propres lois, viole la Constitution. Et vous allez me dire que c'est une assemblée nationale? Ce n'est pas une assemblée nationale. Il n'y a pas d'opposition. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont arrivés à terme depuis le 31 décembre. La dernière fois, j'apprenais sur les réseaux sociaux, la présidence de l'Assemblée nationale, à la veille c'était le 28 décembre, je crois, annonçait que un groupe de députés aurait déposé un projet de loi portant modification de loi portant modification de la Constitution. Mais on marche sur la tête. Vous savez que votre mandat est échu. Vous savez que votre mandat est échu et vous faites une proposition de loi.
excusez-moi, c'est un foutage de gueule. Ou alors vous ne savez pas pourquoi vous êtes à l'Assemblée nationale. Alors, Monsieur Dupuis, un institut qu'on appelle l'Institut Tabernement pour la bonne gouvernance a rendu public les résultats d'une étude sur les partis politiques togolais, étude qu'il a conduite entre septembre et novembre 2023, je ne sais pas si vous êtes au courant. D'après cette étude, par exemple, il y a une faible représentativité des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision internes au parti et leur participation aux élections à travers un meilleur positionnement sur les listes électorales. Reconnaissez-vous ce problème-là à l'ANC et quelle sera la place des femmes et des jeunes? Cette institution, je sais ce que c'est. Hein. Bon, ce n'est pas la première fois qu'elle intervient. Oui. Mais le problème posé, est-ce que ça existe réellement chez vous, à l'ANC? Est-ce que les femmes, les jeunes ont vous ne connaissez pas de femmes dans l'organe de direction de l'ANC? Ah oui. Il y a deuxième vice-présidente, Madame Améganvi Isabelle. C'est pas d'aujourd'hui qu'elle est vice-présidente. Elle a été députée. Elle est maire adjointe de Golf 4. Golf 7. Il y a une dame qui est maire de l'ANC. Vous entendez sur les radios la personne que nous appelons aimablement Taméa, elle est membre du bureau national. Il y en a plein, il y en a plusieurs. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas concerné à l'ANC? Quand vous parlez de la jeunesse, oui, vous connaissez certainement le nom de Jean Éclos, qui est président de la jeunesse, et une réunion de jeunesse se tient régulièrement. Dans la commission communication que je dirige, il y a monsieur Kevin Assila, peut-être qu'il a déjà passé sur votre radio, qui a à peine 30 ans. L'ANC ne se sent pas concerné. Alors, toujours selon cette institution, je crois que cette institution... Les coalitions auxquelles les partis étudiés appartenaient sont souvent fragiles et éphémères. La formation de ces coalitions, affirme donc l'Institut, a souvent envisagé, je cite, sans une prise en compte profonde de la culture politique, la discipline partisane et des relations interpersonnelles des entités qui les composent. Alors, envisagez-vous, M. Dupuis, à l'ANC, des alliances électorales avec d'autres partis dans le cadre du prochain scrutin? Et si oui, sur quelle base le feriez-vous? Nous avons pour principe de dire que les alliances électorales ne se décrètent pas à la veille d'une échéance électorale. Quand vous décrétez une alliance électorale à quelques jours d'une élection, c'est un échec. Parce que c'est une alliance d'intérêt. Et quand il y a intérêt, chacun veut avoir le plus gros morceau. C'est normal, c'est humain. Mais ça fait quand même beaucoup de temps que j'entends des partis politiques appeler à l'union de l'opposition, enfin, à des alliances électorales. Je dis que on parle d'alliance électorale toujours à la veille d'un scrutin. Et ce n'est pas sérieux. Parce que quand on vous dit, voilà, on va faire une alliance électorale, moi, j'ai des représentants dans le Vaud, laissez-moi le Vaud ou une partie du Vaud. Est-ce que vous savez, vous connaissez ma structure dans le Vaud? Celui qui est président fédéral là-bas, les présidents fédéraux, puisque c'est par commune, aussi ont l'ambition d'être députés, d'être conseillers régionaux. Cela ne se décrète pas comme ça, va vite, on va le faire ensemble, non. Si vous voulez faire un travail ensemble et aller vers une coalition, ça se prépare 1 an, 2 ans à l'avance. Ce n'est pas la veille d'une élection qu'on l'organise. Oui, mais l'ANC, au regard des résultats des dernières élections locales, l'ANC vient après le parti unique. Est-ce que l'ANC, de par sa position, n'aurait peut-être pas dû peut-être prendre les devants pour essayer d'approcher les autres partis politiques pour avoir ces alliances-là? Vous savez ce qui s'est passé en 2019? Je suis obligé de vous le rappeler. Et ça dit que vous n'envisagez plus jamais de faire des alliances électorales? Je suis obligé de vous le rappeler. Monseigneur Podo, paix à son âme, en 2019, dans une église, avait porté de graves accusations, de graves atteintes à la personnalité de Jean-Pierre Fabre. Avec le soutien de Mme Adjamagbo et de M. Kodjo Adbeyome.
C'est comme ça qu'on fait de la politique. À coups de mensonges, d'insultes, ça fait maintenant quand même partie du passé. Est-ce que ça fait plus de... C'est vous qui me parlez des élections de 2019, les locales. C'était à cette occasion. C'est vous qui me le rappelez. Non, moi je ne parle pas de local pour rappeler votre divergence. Non mais, si vous voulez parler des locales, comment ça s'est passé? Vous dites que la ANC est le deuxième parti après le régime en place, c'est vrai. Mais l'ANC aurait pu faire mieux si on n'avait pas voulu assassiner l'ANC et son président. Ça n'a pas commencé en 2020, ça a commencé en 2019. Généralement, les partis de l'opposition ont toujours expliqué leur défaite électorale par des fraudes qu'ils accusent le pouvoir d'organiser. Mais là, je vois que vos accusations vont aussi vers vos collègues de l'opposition par rapport à vos difficultés sur le plan des résultats. Non, pourquoi non? Alors, quelles sont les dispositions ou envisagez-vous des stratégies? Généralement, voilà, comme tout à l'heure j'ai abordé la question de fraude, vous accusez le pouvoir, vous expliquez vos défaites par les fraudes qui seraient organisées par le pouvoir. Quelles sont les dispositions que vous avez prises ou envisagez-vous de prendre pour empêcher d'éventuelles fraudes lors du prochain scrutin? Parce que vous savez que certainement les Togolais sont peut-être fatigués de vous entendre tout le temps dire qu'il y a eu des fraudes, mais quelles sont les mesures que vous prenez pour empêcher les fraudes? Je ne pense pas que les Togolais soient fatigués parce que les Togolais le savent. Quand vous vous battez contre un régime comme le nôtre, un régime qui a la même mise sur toutes les institutions, toutes les institutions sont inféodées au régime. Je l'ai dit tout à l'heure en saluant nos frères sénégalais. Aujourd'hui, la CENI est présidée par un membre éminent du APT UNIR. Oui, il faut le savoir. Le APT UNIR est représenté à plus de 60% dans la CENI. Donc, ils ne vont pas... On n'est pas parti majoritaire pour rien, non, n'est-ce pas, monsieur Dupuis? Ce n'est pas parce que vous êtes parti majoritaire que pour l'organisation équitable des consultations, vous soyez majoritaire là-dedans. D'ailleurs, c'est le ministère même, carrément, le ministère du parti au pouvoir, c'est le ministre là, qui organise les élections. J'aurais préféré que ça soit ainsi ici. Je vous le dis honnêtement. J'aurais préféré. Parce que là, on aurait pu s'adresser directement au ministre. Là, on vous dit, ah, on met ici, ceci, cela. Mais ça ne sert à rien. C'est de la poudre aux yeux. Parce que nous ne sommes pas sérieux. Il y a une envie permanente de se maintenir au pouvoir, c'est tout. Non, mais qu'est-ce que vous allez faire pour empêcher ce que vous dites là? Une seule chose, mais ça coûte très cher. Nous y travaillons. Être présent dans tous les bureaux de vote. Être présent dans tous les bureaux de vote, être vigilant. Et ce que nous souhaitons le plus, c'est autorisé par la Constitution et le Code électoral, mais on vous l'interdit. Je vous parle, vous, journalistes. La loi dit qu'après le dépouillement, les résultats sont affichés dehors. Quand c'est affiché dehors, ça veut dire que c'est rendu public. Pourquoi on interdit à la presse de publier ces résultats-là? Ce n'est pas une publication des résultats, c'est une publication de ce que vous-même vous avez affiché. Pourquoi on l'interdit? Parce que du bureau de vote à la CENI, à la CELI, de la CELI à la CENI, beaucoup de choses peuvent encore changer. C'est juste ça. Eh bien, monsieur Eric, c'est une bonne nouvelle. Je ne connais pas le contenu des décisions qui ont été prises, mais je souhaiterais que la HAC permette enfin aux journalistes de faire leur travail normalement. Que les organes
de presse de l'État couvre de manière équitable la campagne électorale pour tous les partis politiques et non seulement réserver la part de Lyon au RPT Unir et quelques miettes pour les autres partis. Généralement, pendant la campagne électorale, on étudie les choses et ça, généralement, ça va mieux que... Ça va mieux, mais ce n'est pas... Vous savez, je suis togolais. L'ANC est un parti politique togolais. Depuis combien d'années vous n'avez pas entendu la voix ou une manifestation, une réunion de l'ANC sur TVT ou Radio Lomé? Est-ce que vous lancez des invitations à ces organes-là? Est-ce qu'on a besoin de leur lancer une invitation? Et s'ils ne sont pas au courant de vos manifestations, et comment est-ce qu'ils peuvent... Au moins, comme vous, inviter un représentant de l'opposition à venir s'exprimer. C'est aussi simple que ça. C'est un organe, ce n'est pas un organe, TVT n'est pas un organe du RPT Unir. C'est un organe de la République togolaise. Et je suis togolais aussi. L'ANC est un parti politique togolais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans le code électoral, il est bien précisé que le dépouillement se fait porte et fenêtre ouvertes. Et qu'à l'issue du dépouillement, les résultats sont affichés à l'extérieur du bureau de vote. À partir du moment où c'est affiché, pourquoi on empêche la presse de s'emparer de ces résultats qui, même si ce ne sont pas des résultats définitifs, ce sont des résultats bureau de vote par bureau de vote. On ne demande pas à la presse de compiler cela et de donner le résultat définitif. On demande à la presse tout simplement de tirer dans son journal ce qu'il a vu dans sa circonscription en disant « Ah, chez nous, voilà les résultats du bureau de vote ». Vous savez que la loi l'interdit. Vous avez peut-être pu discuter de ce sujet-là au CPC. On en a parlé au CPC, on en a parlé à la CNAC. Avec certaines personnes de la CENI. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il y a même une loi? Aucune loi, hein, c'est un décret ministériel, c'est pas une loi, hein, il n'y a aucune loi ne l'interdit. Aucune. Un arrêté ministériel. Un arrêté ministériel qui l'interdit. Et pourquoi? Et pourquoi vous ne contestez pas cet arrêté-là? On l'a contesté à plusieurs reprises. Au niveau de la Cour constitutionnelle? Non, pas au niveau de la Cour constitutionnelle, même auprès du ministre qui a signé. Je ne veux pas donner son nom, mais vous le connaissez. Avant de passer à l'actualité nationale, M. Dupuis, quel est votre avis sur la disposition de notre Constitution qui fait du chef de l'État le président du Conseil supérieur de la magistrature? Tout à l'heure, vous avez écouté le porte-parole de l'UCIMAT. Voilà, j'ai entendu tout à l'heure et je leur donne parfaitement raison. Vous savez, quand on parle de l'indépendance de la justice, ou l'indépendance du Parlement, la séparation de la séparation des pouvoirs, je vois très mal le chef de l'exécutif présider la justice, l'organe même de la justice. À partir du moment où il est président du Conseil supérieur de la magistrature, est-ce qu'il y a encore une indépendance de la magistrature? Cette disposition existe dans beaucoup de pays, des francophones notamment. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, M. Abo. Pourquoi nous copions ce qui n'est pas bon chez les autres? Essayons de montrer que... Mais on voit des pays comme le Bénin ou autres qui ont innové, qui sont en train d'avancer. Nous, on va copier ce qui est mauvais chez les autres et qui permet... C'est comme le dangle. Hein, c'est pareil, on va copier en Côte d'Ivoire. Or, c'est quoi? C'est pour empêcher Jean-Pierre Fabre d'être maire de la capitale. C'est juste pour ça. On sait que si les élections étaient organisées normalement
et que les maires de la commune, des communes de Lomé élisent le maire de la capitale, ce serait Jean-Pierre Fabre. Pour cette raison, on crée une structure bâtarde, où une partie importante est nommée par l'État et qui cohabite avec des élus qui sont des conseillers municipaux. Ça, c'est pour empêcher l'opposition d'avoir quelques possibilités de gouverner ce pays. C'est juste pour ça. Bien. On va passer à l'actualité internationale maintenant. Nous allons essentiellement nous pencher sur la crise sénégalaise. Une crise ouverte par la décision de reporter l'élection présidentielle prise par le président Macky Sall. Mais la loi votée pour reporter les élections a été retoquée par par le Conseil constitutionnel du Sénégal. Une semaine au Sénégal, c'est avec Anani Vidjirakou. Au Sénégal, la décision était attendue par tous les Sénégalais, redoutée certainement par le président Macky Sall et ses alliés. Elle était tombée jeudi. Le Conseil constitutionnel a déclaré la loi qui reporte la présidentielle au 15 décembre 2024 contraire à la Constitution et annulé le décret du président Macky Sall qui annulait la convocation des électeurs pour le scrutin du 25 février. Cette décision est qualifiée d'historique par les Sénégalais qui s'en réjouissent. Le droit est dit et par là j'espère qu'on connaîtra un peu en fait une stabilité au moins, j'espère, pour que la paix et la quiétude puissent au moins revenir dans ce pays. Maintenant la question qu'on peut se poser est de savoir quel sera le calendrier et quand sera-t-il en fait les candidats qui ont été écartés. En tout cas avec le président il faut s'attendre à tout. Le Conseil constitutionnel a dit le droit et on espère bien qu'il va libérer tous les prisonniers politiques. Notre candidat Bassirou Diomaye Faye, et il va libérer aussi le président Ousmane Sonko. On n'est pas aussi pour la dialogue là-bas, comme on le dit, deal c'est un dialogue au lieu de dialogue. On n'est pas pour le dialogue, on n'est pas pour le report. Cette décision, c'est une bonne chose pour le Sénégal. Le président de la République, on ne sait pas ce qu'il veut. On ne sait pas où il va. Il y a une telle incertitude. Il y a eu des morts, il y a eu des saccages. Et maintenant, quand nous ferons les élections, tout va s'arrêter. Que le meilleur gagne. La position adoptée par le Conseil constitutionnel ravit également des intellectuels et personnalités en vue au pays de la Teranga. Moussa Diaw, professeur émérite de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Je ne suis pas surpris de la décision du Conseil constitutionnel, parce que beaucoup de gens pensaient qu'il était incompétent. Là, il a montré qu'il est bien compétent et il a dit le droit. Les conséquences politiques sont nombreuses. Déjà, les prisonniers commencent à être libérés parce que le président avait dit qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques. Mais maintenant, il commence à libérer un nombre important de détenus politiques. Ce même jeudi, une première vague de détenus a été libérée de prison. Il serait une petite dizaine sur le millier à commencer à sortir des geôles de Macky Sall après avoir obtenu une libération provisoire. Ces libérations ont-elles pour objectif de faire baisser la tension alors que l'on déploie déjà 3 morts depuis le report? Toujours est-il que des manifestations sont encore prévues ce week-end après les interdictions de manifester le mardi dernier. Ce jour, cette semaine, les 2 prédécesseurs de Macky Sall, à savoir Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, qui dans une lettre commune ont appelé au calme, mais aussi au dialogue. Dans leur déclaration conjointe, les 2 anciens présidents actent également le report au 15 décembre de la présidentielle, ce que beaucoup de Sénégalais n'ont pas compris. Quelle sera la suite des événements? Quand les Sénégalais vont-ils donc élire leur futur président? Qui vivra, verra. Voilà, le rebondissement cette semaine dans la crise au Sénégal, c'est la décision du Conseil constitutionnel qui a donc retoqué donc la loi qui a été votée par les partisans de Macky Sall auxquels se sont alliés ceux de Karim Wade. Et je sais que vous trépignez d'impatience de rendre hommage au Conseil constitutionnel. Voilà, pas au Conseil constitutionnel seulement, à tous les Sénégalais. Le Sénégal vient de démontrer qu'il est un grand pays, un exemple de démocratie. Et je suis fier d'être africain en voyant comment les Sénégalais se comportent. Le respect de la Constitution, le respect des lois de la République. Personne n'est au-dessus des lois. Même le chef de l'État n'est pas au-dessus des lois. Il doit être, lui, garant de la Constitution, ne peut pas être le premier à fouler aux pieds la Constitution. Et ça, chapeau.
il n'y a pas que le Conseil constitutionnel. Il y a d'abord les intellectuels, oui, les universitaires. On va parler des universités tout à l'heure. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'on peut rêver, ne serait-ce que pendant un dixième de seconde, que cela peut arriver dans notre pays? Alors je voudrais vous demander... Non, ça c'est très important. Non, on va revenir tout à l'heure sur cet aspect-là. Est-ce que vous avez été quand même pris de coup par ce qui se passe au Sénégal? Croyez-vous Macky Sall capable d'aller aussi loin dans ce qu'il a fait là? Mais j'ai été surpris par le comportement du président Macky Sall. J'étais surpris parce que je sais comment il avait milité, lutté pour devenir un jour chef de l'État. Comment il s'était opposé à Wade, comment Wade l'avait traité. Et que lui, aujourd'hui, il arrive au pouvoir, il fait ce que lui reprochait au président Wade. C'est à se demander si le pouvoir ne rend pas fou. Et oui. Alors, mais heureusement qu'il y a une constitution que la Cour, que le Conseil constitutionnel tient à faire respecter. Or, dans notre pays, parce que je ne peux pas parler du Sénégal sans faire le parallèle avec notre pays, or dans notre pays, la Cour constitutionnelle, qui est l'équivalent du Conseil constitutionnel sénégalais, est totalement inféodée au régime RPT uni. Et pourquoi dites-vous cela? Est-ce que c'est pas... Mais, de par sa composition, rappelez-vous, quand M. Faure Gnassingbé a été, entre guillemets, réélu la dernière fois, le président de la Cour constitutionnelle s'est mis à danser avec son foulard. On l'a vu dans les manifestations en bleu. Est-ce que quelqu'un qui s'affiche membre d'un parti politique peut faire son travail avec équité? Aujourd'hui, il n'est plus, donc... Non, mais il n'est plus... il n'était pas seul à la Cour constitutionnelle. Les autres sont encore vivants, même s'ils ne sont pas au complet. Bien, M. Dupuis... Oui. Et toutes les institutions sont comme ça, inféodées au régime. Et je veux vous dire que ce qui se passe, les instabilités politiques, le retard dans le développement économique des pays ouest africains, notamment francophones, je pense que cela vient de ce que dans ces pays-là, on ne respecte pas les institutions, on ne respecte pas les lois de la République. Quand vous voyez les pays, toujours dans l'Afrique de l'Ouest, nos voisins anglophones, nous voyons qu'ils ont des institutions fortes. Ces institutions sont respectées et il y a une alternance politique régulière. Il y a la paix dans ces pays. Et ces pays se développent bon an mal an économiquement de manière plus équilibrée que nous. Nous, au Togo, nous sommes le champion du non-respect de la Constitution et des lois de la République. Il suffit que vous, M. Agbo, vous ayez une idée intéressante et que, on voit que cette idée-là, si on la mettait en application, ça va nous nuire ou ça va nuire à nos intérêts, on va sortir une loi pour vous empêcher de le faire. Le cas de la commune de Golfe 4 qui voulait renommer les rues, immédiatement on a sorti une loi pour l'empêcher de le faire. Voilà. On va revenir au Sénégal, M. Dupuis. Vous l'avez tout à l'heure un peu effleuré. Macky Sall avait beaucoup souffert quand il était tombé en disgrâce, alors qu'il était un pilier du régime Wade. Il a vraiment galéré dans l'opposition avant d'être porté au pouvoir. Mais une fois au pouvoir, souvenez-vous tous les actes qu'il a posés, instrumentalisation de la justice, opposants jetés en prison, récession drastique des libertés, et dans celle de manifester, fermeture de médias, coupure d'Internet, etc.
Alors, il n'a presque rien épargné, presque rien épargné aux Sénégalais. Le constat, c'est que les hommes politiques africains, notamment les opposants, une fois au pouvoir, se comportent exactement, font pire que ceux qu'ils combattaient. Et comment continuer de faire confiance aux opposants qui luttent pour la conquête du pouvoir? Ne généralisons pas. Ne généralisons pas. Il y a des opposants... dit que le diable qu'on connaît vaut mieux que l'ange qu'on ne connaît pas. Il y a des opposants qui ont pris le pouvoir et qui ont été vraiment de bons présidents. Mais de plus en plus, nous déçoivent en ce moment. Il y a des choses là, Condé, Alpha Condé, aux choses là, en Guinée, et Ouad aujourd'hui au Sénégal. C'est la liste. Je crois que c'est le syndicat des présidents à travers la CEDEAO qui leur monte à la tête. Ils se concertent et puis ils font ce qu'ils veulent. Tout à l'heure, vous avez cité Alpha Condé qui nous avait reçus en Guinée et qui nous avait assuré à l'époque que la CENI de 2018 devait être présidée par une personnalité neutre. Arrivé ici, non. Et c'est après qu'on a compris que aussi bien lui que le président ivoirien se préparaient à un troisième mandat. Comment est-ce que vous voulez que ceux qui rêvent déjà de faire 3 mandats vous aident à obtenir l'alternance politique dans votre pays? Voilà, soyons honnêtes, disons la vérité. Donc c'est un syndicat de chefs d'État qui veulent rester le plus longtemps possible au pouvoir. Quand vous prenez Macky Sall, il veut faire comme le président de la Côte d'Ivoire, il veut faire comme le président togolais. Voilà. Le mauvais exemple est plus facile à copier que le bon exemple. Bien, alors, le peuple sénégalais semble décider à mettre à l'échec le plan de Macky Sall, de contrôler le processus électoral. Certains diront son projet de se maintenir au pouvoir au-delà du 3 avril où son mandat prend fin. Et parmi ceux qui se dressent devant lui, il y a de nombreux intellectuels dont certains n'ont pas hésité à rappeler au président Macky Sall les coups qu'il a portés à la démocratie sénégalaise. Nous les écoutons. Monsieur le Président, le lundi 5 février, les députés de la majorité ont reporté la date de cette élection de 10 mois. Ces actions illégales, illégitimes, injustifiables et inacceptables sont le dernier acte d'une longue série de manquements graves portés à notre démocratie. Manifestations interdites, emprisonnement massif et arbitraire, régime de terreur, coupure d'Internet, suspension de médias. Ces actes constituent une atteinte extrêmement grave aux droits et libertés des citoyens et des citoyennes et par conséquent à la stabilité politique et sociale du Sénégal qui a pourtant toujours été un exemple de démocratie en Afrique. Ces actes portent les germes d'une crise institutionnelle sans précédent, d'une profonde érosion de la confiance dans notre personnel politique et d'une dangereuse régression du Sénégal dans sa trajectoire démocratique. C'est la raison pour laquelle nous, enseignants et chercheurs de toutes les universités publiques du Sénégal, exigeons la cessation de toutes les formes de violation de notre loi fondamentale, des normes communautaires et des droits et libertés. Nous disons non au bafouement de nos idéaux démocratiques, au piétinement de nos valeurs de liberté, de dignité, non à l'avilissement de nos institutions politiques et sociales. Nous exigeons le respect scrupuleux de la Constitution, de la démocratie et de la République. Nous exigeons le respect du peuple. Monsieur le Président, nous exigeons le rétablissement immédiat du calendrier électoral, la garantie du bon fonctionnement des institutions, l'équilibre des pouvoirs et le respect des droits humains, car ces éléments constituent une nécessité absolue et une urgence nationale. Alors, c'est depuis de plus en plus reproché aux intellectuels africains, notamment dans les pays francophones, de n'avoir très souvent ces temps-ci d'intellectuels que le diplôme. Ils refusent de plus en plus de prendre position sur les questions sociétales. Alors, donc, retour maintenant sur ces intellectuels sénégalais qui n'ont pas eu peur, qui sont dressés et qui ont interpellé le président et lui ont demandé de revenir sur ce qu'il a fait. Et ces intellectuels, ces universitaires, avec beaucoup de plaisir et de respect. Permettez-moi de vous dire, monsieur Abo, que en les écoutant, j'ai l'impression qu'ils parlent du Togo. Tout ce qu'ils soulèvent comme problème, on peut dire la même chose mot pour mot pour la situation togolaise. Mais nos intellectuels togolais sont muets.
comme des carpes. Ils sont aveugles. Soit l'affaire, le Togo ne les intéresse pas, je ne crois pas. Soit ils ne veulent pas voir la réalité en face, par peur, par intimidation. Il y a une carrière à protéger quand même aussi. Une carrière à protéger, soit ils restent dans leur coin, lorgnant une possibilité de devenir ministre un jour. Je rappelle qu'il y en a certains qui sont au gouvernement, des enseignants qui sont au gouvernement. C'est une bonne chose quand même d'avoir des gens bien formés au gouvernement. Mais quand on est là et qu'on est intellectuel, on a le droit de dire à ceux avec qui on travaille, non, Monsieur le Président, ça c'est pas bien. Ça je ne suis pas d'accord. Moi, si j'étais demain ministre d'un régime comme celui-là et que je ne suis pas en accord avec la politique menée, je démissionnerai. Or, au Togo, nous n'avons pas cette culture de démission. Si je suis demain ministre et que la façon dont vous gouvernez le pays ne me convient pas, devant le peuple togolais, je dirais, je préfère m'en aller et vous combattre, plutôt que de rester là pour je ne sais quel intérêt. C'est ça. Et je félicite le peuple sénégalais et je rêve que un jour le peuple togolais puisse avoir ce courage, cette intelligence de dire non. Alors, monsieur Dupuis, la fonction de conseiller, ça vous connaît, comme dirait l'autre. Alors, si vous étiez un conseiller du président Wade après l'arrêt rendu par le Conseil constitutionnel, que lui conseilleriez-vous de faire? Et quelle est pour vous la leçon tirée de tout ce qui vient de se passer? Macky Sall. Macky Sall, je vous avez dit Macky Sall, pardon. Ah non, de toute manière, il n'y a même pas besoin de lui donner des conseils. La Cour constitutionnelle a rendu une décision. Mais cette décision, elle doit être appliquée. C'est la loi. C'est le rôle même du Conseil constitutionnel. Du moment où la décision est rendue, que ce soit l'exécutif, que ce soit les administrations, que ce soit les administrations civiles ou judiciaires, tout le monde applique la décision. Et personne ne revient dessus. Donc, monsieur Macky Sall, président Macky Sall, n'a qu'une seule chose à faire, c'est d'appliquer. Le conseil que lui a donné le Conseil constitutionnel. D'organiser rapidement les élections conformément à la Constitution. Voilà. Alors maintenant, quelle leçon tirer de tout ça, là, de ce qui vient de se passer au Sénégal? Une fierté pour moi d'être africain. Non, pas forcément. Le Conseil constitutionnel, l'événement, la crise là qui se passe en ce moment au Sénégal. La crise, moi je vous ai dit, on a l'habitude de copier ce qui n'est pas bon chez les autres parce que c'est plus facile. Au lieu d'innover, au lieu de dire non, nous ne voulons pas ça. Quand Macky Sall voit que en Côte d'Ivoire, le président, au terme des deux ans, modifie la Constitution pour faire un troisième, quand nous, on est déjà, je ne sais pas combien de mandats, bientôt on va essayer de modifier la Constitution pour rester encore le plus longtemps possible, mais ce n'est pas normal, c'est un irrespect des peuples. Quand vous dites vous-même, vous vous levez le matin, vous vous regardez dans la glace, et vous dites, voilà, je suis élu par mon peuple. Vous savez, c'est une chance extraordinaire qu'un peuple puisse choisir l'un de ses enfants pour dire, vous allez nous diriger pendant 5 ans, pendant 10 ans, avec toutes les facilités, les honneurs qu'on vous confie, on vous confie la destinée de ce pays. Vous dites, mais c'est une chance inouïe. Ça n'arrivera pas à tout le monde dans la vie. Au terme des 10 ans, mais remerciez le peuple, laissez la place à quelqu'un d'autre. Quand vous refusez de le faire, c'est parce que vous n'avez aucune considération pour ce peuple qui est censé vous avoir élu. Vous bafouez ce peuple-là, vous l'insultez, vous bafouez même le jeu électoral sur lequel vous
comment dire, vous fondez votre pouvoir. Et ça, ce n'est pas normal. Pourquoi on organise des élections quand vous savez que de toute manière, vous allez rester là, vous allez gagner, sinon vous allez changer la constitution, vous allez modifier les lois pour pouvoir le faire? Mais dans ce cas-là, transformer le pays en royaume ou en empire. Et on arrête ce jeu totalement anormal. Pourquoi les pays européens, ça évolue normalement, il n'y a pas de ces manifestations? Nous sommes en apprentissage peut-être Pendant combien d'années? Pendant combien d'années encore? Vous savez, au Togo, quand vous prenez quelqu'un qui a 60 ans aujourd'hui, ou 55 ans, bah, il n'a connu qu'un seul nom comme président de la République. Un seul nom. Est-ce que c'est normal? Si le peuple veut... C'est le peuple qui demande qu'on modifie la Constitution pour se maintenir? Bien. Et revenons à autre chose maintenant. Dernier sujet, je sais que vous n'aimez pas le sport, et notamment le football, surtout, je vais parler de football, vous n'aimez pas le football, surtout à la télévision? Non. Sauf si je me trompe, vous me corrigez. Vous vous trompez. Ah ok, voilà, donc un mot sur la CAN de Côte d'Ivoire. Vous vous trompez. Oui, et la victoire finale des éléphants de Côte d'Ivoire. Dire que je n'aime pas est un bien grand mot. Ok. Bon, je n'ai pas souvent le temps de regarder la télé. Voilà. Parce que je privilégie la lecture et la musique. Oui. C'est... Voilà. Mais mes enfants suivent et à table, bon, quand ils sont là, on en discute ou ils m'envoient des mails pour me raconter. Et comment vous avez trouvé la CAN 2023 et la victoire finale des éléphants? Malheureusement, j'ai pas suivi. Ah voilà. Malheureusement, je m'en doutais bien. Finalement, vous me donnez raison. Mais vous savez, celui qui m'en parle souvent, c'est le président national. C'est ça. Jean-Pierre est un fou de sport. Oui. Tout sport confondu. Lui-même, il a pratiqué du sport pendant des années. Le handball, le basket, le foot. Et lui, il ne peut pas louper un match. Et il a une mémoire extraordinaire des sportifs. Même il peut vous dire, en telle année, c'est telle équipe qui a gagné tel truc, que ce soit au tennis, que ce soit au basket, que ce soit au handball, que ce soit au football. Passionné de sport. Un passionné de sport. Et c'est lui qui m'a dit que c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. C'est la fin de cet entretien avec, je le rappelle, le conseil spécial du président national de l'ANC, Éric Dupuis, que je remercie d'avoir accepté notre invitation pour nous proposer la lecture de l'ANC de l'actualité nationale l'actualité nationale, pardon. Et donc Hervé Essay, Nani Vidirakou et Amjoy Allah se joignent à moi pour vous remercier, madame, monsieur, pour votre aimable attention et vous donner rendez-vous pour samedi prochain, si Dieu le veut. Au revoir. Excellent week-end à toutes et à tous.